13h, 15h, Europe 1 Info. Et à 14h32 sur Europe 1, c'est le moment d'accueillir votre deuxième invité des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Clélie Mathias, Sylvain Maillard est votre invité, député Ensemble pour la République de Paris. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Clélie Mathias. Soyez le bienvenu. Le drame de Liana, les obsèques de la petite fille auront lieu dans la plus stricte intimité demain. Emmanuel Macron a eu des mots hier en préambule du Conseil des ministres. Il a estimé que la confiance dans nos institutions était en question. Écoutez Robert Ménard, le maire de Béziers, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin et qui a réagi à ces déclarations. Il appelle le chef de l'État à assumer ses responsabilités. Attendez, parce que vous répondez comment? Mais il vit où? Il vit pas dans notre monde, c'est autre chose. Si c'est pour dire que oui, il y a des gens qui font des propositions dans la classe politique, des magots et tout, oui, mais enfin, les cris, mais les gens, ils sont outrés. J'ai envie de lui dire, mais il faut sortir de l'Élysée 2 minutes. Attendez, j'essaye de pas être démago, parce qu'il est chef de l'État, ni vous ni moi ne le sont. Mais enfin, tu peux pas avec ce que ça représente. Vous le disiez, c'est aujourd'hui en plus, c'est le père, l'oncle, le grand-père. Mais vous vous rendez compte ce qui se passe? Vous vous dites, et lui, la seule chose qu'il dit, le chef de l'État, je vais essayer d'en parler poliment, il dit, non, on va pas hurler, mais tu as envie de hurler. Ces mots du président de la République, on ne répond pas à un drame par des cris. Voilà ce qu'il a dit, ces mots qui ont choqué, pas seulement Robert Ménard. Bon, la situation est évidemment extrêmement difficile pour chacun d'entre nous. C'est une enfant qui a été victime d'un crime ignoble et qui nous heurte tous, quelles que soient nos appartenances politiques, quel que soit notre âge, quel que soit le fait d'être français, on est heurté par ce qui s'est passé. Je sais très bien que le président de la République l'est tout autant. Il y a une responsabilité du président de la République, d'abord évidemment de faire en sorte que le gouvernement puisse faire diligenter une enquête et qu'on sache exactement ce qui s'est passé, même s'il y a eu une défaillance inexplicable en réalité, inexplicable. Au moment du passage de ce que l'on comprend à Auch, et donc il faudra qu'il y ait toute la lumière, mais aussi, et peut-être je voudrais apporter un mot peut-être un peu différent, une sonorité un peu différente. Il faut comprendre qu'aussi on a des magistrats, à l'heure actuelle, quoi qu'on en pense, qui sont en train de travailler comme des fous, et on les en remercie, pour que les 70 000 plaintes où Gérald Darmanin leur a demandé de pouvoir ouvrir l'intégralité des dossiers d'ici le 14 juillet, sont en train de travailler et doivent travailler. Et alors si on commence à dire tous que la justice, c'est un scandale, que ça ne fonctionne pas, que tous les magistrats sont à mettre dans le même sac, et que au fond, la douleur qui est la nôtre doit l'emporter sur une part de prise de conscience et un peu de raison, moi je suis plutôt du côté du président de la République, en disant cette douleur, ce que nous vivons, il faut en faire quelque chose. Mais Sylvain Maillard, vous m'avez dit, là, il y a eu des défaillances inexplicables. Mais il y a eu une série de défaillances qu'on a pointées. Alors, il va y avoir une enquête administrative et les conclusions vont être rendues dans le courant du mois de juin. On en saura un peu plus. Mais que ce soit Jérôme Barella, le principal suspect qui n'a pas été entendu, et j'en passe, il y a eu toute une série d'explications, en tout cas, qui fait que ce drame est arrivé. On a mis à jour, à travers ce drame de l'affaire Liana, un manque criant de moyens à la fois pour la justice mais également pour la police, malgré des budgets qui ont été relevés pour le ministère de la Justice. On s'aperçoit que notre droit et que notre justice n'est pas forcément adaptée à la hausse des violences qui sont faites aux femmes, faites aux enfants, que ces hausses se multiplient. C'est ce que disait Perrine Goulet, qui est députée de la Nièvre du MoDem, qui était à votre place il y a un instant. On a l'impression qu'il faut revoir de fond en comble notre système judiciaire. Donc ces défaillances, elles sont explicables. Non, celle de la petite Liana à Auch, pour le moment, est inexplicable. Est insupportable. Parce que là, il y a une vraie défaillance du système, de l'organisation, parce que tout a bien été fait à Toulouse, avec les équipes et les gendarmes de Toulouse. Mais au moment où le dossier est parti, il y a eu le psychiatre qui, immédiatement, dans les 10 jours, qui a pu valider le témoignage de la petite Rosa. Pardon, on a pu faire des constatations gynécologiques immédiatement sur les lésions qu'avait eu cette petite Rosa. Et puis, d'un seul coup, le dossier est parti.
On ne Donc sait ça pas veut dire bien quoi? C'est une faute pourquoi. individuelle? Une faute humaine Je individuelle? ne suis pas capable de vous dire là, à l'heure actuelle, il y a une enquête qui est diligentée, mais oui, il y a une faute incompréhensible, inexcusable dans le cas précis. D'une façon plus générale sur la justice, le garde des Sceaux Urvoas, avant que nous arrivions en 2017, avait dit que la justice française était en voie de clochardisation. C'est lui qui l'a dit, c'est pas nous. Quand nous sommes arrivés en 2017, on a doublé les budgets, commencé les recrutements, la formation, les recrutements de nouveaux magistrats, de greffiers. On a changé l'intégralité des logiciels, ça paraît un détail. Quand nous sommes arrivés, aucun logiciel parlait, communiquait les uns avec les autres ou avec les gendarmes. Problèmes, apparemment. On lit des témoignages de magistrats qui nous disent qu'on est au Moyen-Âge. Vous connaissez, mais quand nous sommes arrivés, c'était le paléolithique. Et donc oui, il y a beaucoup de travail à faire, et puis d'autant plus que la technologie avance et que nous n'avançons pas suffisamment vite. On a doublé le budget. Est-ce qu'il faut plus? Bien sûr. Recruter. Moi, à Paris, par exemple, nous avons tous les trimestres l'arrivée de nouveaux magistrats et de nouveaux greffiers. Est-ce que c'est suffisant? Probablement pas. D'autant plus que le nombre de plaintes, et vous l'avez dit parfaitement, ne fait qu'augmenter, d'ailleurs dans tous les domaines. Mais dans les violences faites aux enfants, les violences faites aux femmes, ils ne font que s'accroître. Le chiffre qu'a donné Gérald Darmanin. À l'heure actuelle, dans nos prisons, 22% des incarcérés le sont pour des viols, attouchements sur des enfants. Il n'y avait que 9% en 2017. Aussi, et donc la parole s'est libérée, tant mieux. Oui, on l'a encouragé, les mais on n'est plaintes pas forcément s'améliorent, bien capable de sûr, mais il y a l'accueillir encore et plein d'y de choses à faire. répondre. Les places de prison qui avaient été promises par Emmanuel Macron, elles sont où? 4000 places ont été construites. Mais vous savez quoi? Aucun élu local n'en veut. Y compris ceux qui viennent sur vos plateaux vous dire qu'ils veulent des places de prison. Ils empêchent, ils disent non, construisez-la chez le voisin, on n'en veut pas. Et donc, ce que propose Gérald Darmanin, d'ailleurs, je trouve ça assez dingue qu'on ne l'ait pas fait auparavant. Et là, là-dessus, on n'a pas besoin d'avoir des prisons non plus de haute sécurité pour pouvoir enfermer des violeurs ou des petites peines. Il faut une prison plutôt plus simple. Il faut de la prison, mais plus simple. Et donc, ce qui se construit largement à l'heure actuelle, et d'ailleurs, on va en inaugurer dès la fin de l'année et tout au long de l'année prochaine, ce seront des places de prison plus simples, où on enferme, et on fait en sorte que celui qui est condamné doit aller en prison. On a fait une proposition, Gabriel Attal a fait une proposition hier qui me semble assez forte, c'est de dire que, tout simplement aussi, nous ne voulons plus de juge d'application des peines, faire en sorte que quand un juge prononce à l'audience une peine, en fait, cette peine est appliquée. Nous n'avons pas besoin d'appliquer, donc d'adoucir les peines dans un second temps. Sylvain Maillard, écoutez Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui était l'invité de BFM TV hier. Il accuse Gérald Darmanin de chercher à se défausser dans l'affaire Liana et il demande sa démission. Gérald Darmanin, désormais, doit démissionner. Pourquoi? Parce qu'il a été ministre de l'Intérieur. Il est ministre de la Justice. Il a été responsable de toute la chaîne pénale. Et malheureusement, aujourd'hui, la seule chose qu'il fasse, c'est en réalité de faire porter la responsabilité sur les magistrats. La réalité, c'est que c'est le système qui est en réalité la cause des dysfonctionnements. Oui, Gérald Darmanin devrait démissionner. Que répondez-vous à Olivier Faure, Sylvain Maillard? Je pense qu'Olivier Faure est assez mal placé, en fait, pour donner des leçons, à la terre entière et pour dire ce qu'il faut faire. Pourquoi? Je vais dire deux choses. D'abord, moi je pense, et c'est mon avis, nous sommes depuis la loi Taubira 2013, de faire en sorte que le garde des Sceaux ne puisse au fond plus être responsable de la politique pénale en France, c'est-à-dire qu'au fond le politique ne gère plus la politique pénale en France, pour moi est une erreur. D'ailleurs ça le montre parfaitement. Le politique, il est responsable devant le peuple, il est élu, récusé. Le juge, quand on laisse l'intégralité de la justice, en fait elle s'autogère elle-même, avec des dérives, des problèmes, ou bien des suspicions qu'on peut avoir sur un corps qui s'autopromeut, qui s'organise par lui-même, et pourtant qui est un pouvoir essentiel et régalien. Et donc je pense qu'il faut revenir, ou bien c'est une indépendance totale de la justice, et au fond elle ne répond qu'à elle-même, ou bien, et à ce moment-là il n'y a plus de garde des Sceaux même, ou bien on revient à la situation antérieure, c'est-à-dire que le gouvernement est responsable, à travers son garde des Sceaux, responsable de la politique pénale en France. Et je reviens sur Olivier Faure. Olivier Faure, moi je suis un élu de Paris. Qu'est-ce qu'on vit à l'heure actuelle à Paris dans le périscolaire? Mais qu'est-ce qu'on vit?
Nous, on vit un drame aussi. Combien d'enfants? J'ai 84 écoles maternelles à l'heure actuelle qui sont sous enquête. 20 écoles primaires, 10 crèches, avec plus de 75 personnes qui sont à l'heure actuelle entendues ou déjà en prison. Et dessus, qui était responsable là? Mais justement, c'était Anne Hidalgo vous avez vu que la maman de Rosa Emmanuel portait Grégoire. plainte contre Et donc l'État. là, il nous dit que non. Quand on lui demande, mais alors, est-ce que Emmanuel Grégoire doit démissionner puisqu'il était en responsabilité? Ah non, ça c'est pas pareil. Quand c'est mes amis, ils peuvent rester en place, ce n'est pas grave, c'est un problème technique. Quand c'est mes adversaires politiques, alors là, ils doivent démissionner. Je trouve ça honteux. On vit un drame tellement absolu à l'heure actuelle avec ce qui se passe avec la petite Liana dans l'organisation qu'il faut au contraire l'union sacrée. Je reviens à ce qu'a dit ma collègue Laure Miller, je ne sais pas si vous l'avez entendu, aux questions au gouvernement. Elle a eu la dernière question au gouvernement, elle a lâché sa fiche et elle a dit en fait j'ai honte. Moi, j'ai honte qu'on s'en serve comme de la politique politicienne. Sylvain Maillard, Nous avons un problème. Trouvons une majorité. Il y a une plainte de la maman de Rosa pour faute lourde contre l'État. Il va y avoir des commissions d'enquête à la fois sur le périscolaire dont vous parliez et des commissions d'enquête parlementaires. Hein. Et dans cette affaire du drame de Liana, puisque le Sénat l'a acté. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même des responsabilités politiques? Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est quelles sont les défaillances. Les défaillances sur... prenons sujet par sujet, parce qu'en fait, ma plus grande frayeur, c'est qu'à la fin, on dit il suffit de démissionner de quelqu'un, puis au fond, c'est fini. L'affaire, elle est derrière nous, on n'en parle plus. Il faut que cette affaire, elle permette d'améliorer et de changer la justice, de changer notre organisation. C'est ça, c'est de transformer cette ignoble histoire, au fond, qui apporte quelque chose à notre République. Donc moi je dis, il faut tout simplement que nous travaillions tous ensemble, il faut trouver une majorité à l'Assemblée quand il faut changer les textes. Et on peut trouver une majorité. Ma collègue Perrine Goulet en a exposé, vous avez pu largement dans la première partie exposer les différents points. On a cette loi intégrale qui arrive, le gouvernement fait transpartisane, le gouvernement fait des propositions, regardons ce qui fonctionne, ce que nous pouvons mettre en application et quels sont les moyens qu'il faut pour mettre en application. La maman de Rosa, quand elle dit, et ça a choqué tout le monde, quand un gendarme lui aurait répondu « Arrêtez de m'appeler, sinon je porte plainte ». C'est pas un problème du ministre, c'est pas un problème de la loi. C'est un comportement individuel, si c'est avéré, qui doit être sanctionné. Évidemment qu'on ne doit pas répondre comme ça. Est-ce que depuis trop longtemps, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants n'ont pas été une priorité dans notre société? Mais oui, c'est le cas. C'est le cas, c'est vrai. On le sait tous. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, en 2017, au moment où on a fait la campagne autour d'Emmanuel Macron 2016-2017, le sujet des violences faites aux femmes, quelque chose qui est apparu au moment où on faisait la grande marche, sujet qui était en fait dont on ne parlait pas auparavant. Et c'est un sujet qui est apparu et il y a eu une libération, et tant mieux. Il y a eu bien sûr MeToo, il y a eu plein d'autres choses, mais il y a eu un mouvement de libération enfin de la parole. Enfin, on est devant un continent de misère devant nous, et qu'il faut le traiter, et il va falloir être courageux. Va pas falloir être politicien, va falloir être courageux. Et j'en appelle à l'ensemble des forces politiques, parce qu'on peut trouver une loi, on peut améliorer les choses, et chacun à notre place. Si au moins on fait œuvre collective d'ici les élections présidentielles, à travers un grand texte qui permette de donner les moyens à notre justice, à notre police, à nos gendarmes, d'accompagner, pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Honnêtement, je crois qu'on en sera tous fiers. Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. On va continuer d'en parler juste avant le journal de 15h. On se projettera aussi sur 2027. On parlera de ce qui se passe au sein du bloc central. 14h46, à tout de suite. Vous écoutez Kelly Mathias sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. La suite des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info à 14h49. C'est avec vous, Kelly Mathias, et votre invité Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris. Sylvain Maillard, je profite de votre présence à ce micro pour vous poser la question. Que pensez-vous de cette initiative? Elle a été lancée par Alexandre Jardin, vous savez. Je connais bien. Exactement, l'écrivain qui a milité contre les ZFE, les zones à faible émission, avec son projet, avec son rassemblement Les Gueux. Eh bien, il lance, à partir d'aujourd'hui, d'hier même, une application numérique qui s'appelle Référendum citoyen et qui va permettre aux Français, il faut être majeur quand même, de se prononcer directement sur les grandes questions politiques actuelles. Est-ce que, votre avis, c'est une bonne initiative
ou pas? Bah, écoutez, moi, toute initiative qui donne la parole aux Français, dans l'absolu, j'y suis plutôt favorable. Sur les combats que mène Alexandre Jardin, je trouve qu'il y a des combats, j'ai la chance de le connaître régulièrement, on discute régulièrement, on n'est pas toujours d'accord. Entre autres sur le thème des ZFE. Après, je suis élu parisien et je défends aussi les intérêts des Parisiens, et que nous aussi, on élève nos enfants, et que nous aussi, on a envie de vivre avec un air pur, et qu'il est normal qu'on ait envie aussi d'améliorer le quotidien des Parisiens, enfin, pour ma part, et de ceux qui habitent dans les grandes villes. Et donc, il faut trouver un équilibre. Mais j'entends aussi les revendications qui sont les siennes. On essaye d'apporter des solutions. Je fais toujours attention à ce qu'il dit et ce qu'il porte, parce qu'il porte des messages parfois forts. Il sait aussi les limites des messages qu'il porte, et il le dit parfois publiquement, parfois plus de façon hors des micros. Mais je trouve que c'est toujours une parole intéressante, et donner la parole aux Français, c'est toujours évidemment, pour l'élu que je suis, fondamental. Mais vous pensez, parce que ça part du constat qu'on est en une crise démocratique, alors il y a plusieurs signes dans cette crise démocratique, que ce soit l'abstention à certaines élections, pas à toutes d'ailleurs, que ce soit par des Français qui sont mécontents, qui estiment que les élites politiques notamment sont déconnectées. Est-ce que le référendum, une démocratie plus directe, ça devrait faire partie, on devrait avoir recours au référendum plus souvent? Emmanuel Macron l'avait promis, il avait dit oui, je consulterai les Français, puis finalement, il n'y a pas eu de référendum. Moi, j'ai une vision un peu différente. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y a un déficit démocratique. On peut toujours discuter, est-ce qu'il faut qu'il y ait plus souvent des élections? Est-ce qu'il faut une modification du personnel politique? D'ailleurs, on pourrait peut-être en reparler là-dessus, parce qu'il y a aussi des contradictions des Français, hein. C'est-à-dire qu'ils veulent une classe politique de gens qui leur ressemblent et qui ne sont pas des politiciens de carrière. Et puis à côté de ça, quand vous avez des politiques qui s'engagent, ils estiment qu'ils doivent être à plein temps, mais qu'ils doivent au même temps travailler. Puis finalement, vous voyez, il y a beaucoup de contradictions aussi. Donc moi, ce que je pense, c'est surtout une crise de l'efficacité. Que la parole publique, elle n'est pas performative. C'est-à-dire que quand un ministre vient annoncer quelque chose, au fond, vous ne savez pas si ça va être mis en application. Est-ce que ça va être perdu? Nous votons des lois. On vote des lois. On voit bien qu'une partie des lois que nous votons, et nous nous réjouissons, on a fait notre travail, n'est pas appliquée sur le terrain. Encore une fois, je reviens sur ma collègue Perrine Goulet, qui vous a, dans la première partie de cette émission, vous a montré plusieurs cas où on a voté des lois, mais qu'en réalité, qui ne sont pas mis en application. Et comment on l'explique? Alors, qu'on l'explique aux Français, hein. Comment? Vous savez, c'est peut-être aussi l'homme d'entreprise que je suis aussi. Il faut en permanence revenir au charbon, et que c'est pas parce qu'on a dit que c'était comme ça que ça s'applique naturellement. Il faut être au quotidien au plus près des décisions, et de faire en sorte que les décisions que nous prenons à l'Assemblée, elles soient mises en place sur le terrain, et puis suivies au fur et à mesure du temps qui passe. C'est un système profondément humain, avec ses avantages et ses inconvénients. Un des gros inconvénients, c'est que je crois, à l'heure actuelle, ce que nous votons, ce que nous portons politiquement, n'est pas suffisamment appliqué, ne s'applique pas suffisamment dans la vie des citoyens. Et donc c'est pour ça aussi qu'une partie d'entre eux se détournent. Ça les intéresse moins. Moi, je fais partie aussi de ceux qui pensent que c'est pas parce que vous êtes citoyen que vous avez tout le temps envie de faire de la politique. C'est quelque chose qui vous passionne. Voilà. Et aussi, il faut le dire, les choses. J'ai vécu à l'étranger. Les Français sont plutôt plus impliqués dans la vie politique et ont plutôt un avis politique plutôt que dans d'autres pays. Donc, c'est pas grave. Par contre, ce qui était embêtant, c'est le fait que les décisions politiques ne s'appliquent pas, ne changent pas le quotidien des Français, que ce soit en bien ou en pas bien d'ailleurs, mais que ne soient pas assez performatives. Les Français vont pouvoir se prononcer et voter l'année prochaine. Déjà, pour les présidentielles. Écoutez, ce mois-ci à Bourg-en-Bresse, devant le Congrès des jeunes agriculteurs, Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, candidat à la présidentielle, qui s'est dit favorable à l'ouverture d'un calendrier des primaires. S'il y a un risque de deuxième tour entre la France Insoumise et le RN, il faudra un rassemblement. Et pour organiser ce rassemblement, j'ai pris une initiative avec ce comité de liaison. Ce comité de liaison s'est réuni une première fois. Il se réunira une nouvelle fois la semaine prochaine avec les représentants de différents partis politiques qui ont gouverné ensemble jusqu'en 2024. Et on continuera à être force de proposition, y compris avec, si on devait en passer par là, un calendrier de primaires qui pourrait s'organiser s'il n'était pas possible d'organiser un rassemblement autrement qu'en passant par une primaire.
Alors, primaire, ce mot a fait bondir les soutiens et partisans et militants du côté d'Horizon et d'Édouard Philippe. C'était le mot à ne pas prononcer. Il y aura une primaire ou il n'y aura pas de primaire? Comment on va départager ces deux candidats? Il y a deux choses. Il me semble important qu'il y ait plusieurs candidats pour pouvoir porter des projets. On ne peut pas dire que l'année 2027 va être un moment extrêmement important de choix pour le peuple et que nous ne puissions pas, les uns et les autres, nos familles politiques, porter un projet dans sa diversité, dans ses angles saillants et de faire en sorte d'avoir un projet qui a des sonorités différentes au sein du bloc central. Mais à la fin, division, elle vous condamne. Mais à la fin, il faudra un candidat. Je le dis, je l'ai toujours dit. Gabriel Attal, il a le mérite de proposer deux choses. D'abord, un comité de liaison, de faire en sorte d'acter le fait qu'il y ait un seul candidat à la fin. Moi, j'aimerais que les autres disent, évidemment, il faut qu'il y ait un seul candidat. Et puis, comme honnêtement, il n'y a pas tellement de réponses, en tout cas publiques, il dit, nous, si on n'arrive pas, à partir des sondages, d'une dynamique de sondage à déterminer, peut-être qu'il faut quand même prévoir une primaire pour qu'il y ait un candidat à la fin. Pour le moment, on est dans le temps de la présentation des projets. Les uns et les autres disent, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous voulons porter, voilà ce que nous semble doit être la France de 2030-2040. Et je crois que c'est sain de pouvoir porter ça. Mais après, il faut qu'il y ait une règle du jeu. Il est hors de question. Vous savez, moi, mon inquiétude, elle est simple. C'est que moi, qui suis un élu parisien, c'est qu'on se retrouve dans la même situation que ce que j'ai vécu il y a quelques mois à Paris. C'est-à-dire un rapport des trains qui partent, c'est-à-dire des candidats qui partent, et puis c'est inarrêtable. Et donc, c'est arrivé au moment où tout le monde dans la rue vous dit, mais pourquoi vous êtes à 2, pourquoi vous êtes à 3 candidats? Décidez-vous entre vous. Et il y a eu beaucoup de tribunes de politiques aussi demandant l'union, le rassemblement, une seule candidature. Moi, le premier, j'ai signé avec la tribune de Maud Bréjon il y a quelques semaines déjà, en disant c'est essentiel qu'on puisse se réunir. Gabriel Attal, il propose un comité de liaison. Ça fonctionne, il faut discuter les uns avec les autres. Et puis, si on n'arrive pas... Bayrou dit que si on rejette les extrêmes, il faut arrêter la guerre civile. Oui, par contre, ça, c'est essentiel. Les petites phrases des uns vers les autres, ça, c'est mortel pour notre famille politique. Donc, l'essentiel, c'est de porter des projets. Il y a des sonorités différentes, des tempéraments différents, du fait de nos histoires, du fait de l'histoire des candidats, de ce qu'ils sont. Il faut que ça puisse s'exprimer pour que les Français puissent choisir. Mais dans un second temps, il faudra évidemment se réunir derrière un seul candidat. Merci Sylvain Maillard. Merci à vous. Vous êtes député Ensemble pour la République de Paris. Votre après-midi sur Europe 1 se poursuit avec, si on en parlait, l'émission de Romain Desarbres et Marie-Estelle Dupont. Moi, je vous dis à demain dès 13h. À demain, Clélie. C'était Clélie Mathias sur Europe 1. Merci. Et vous qui faites partie de la grande famille Europe 1, rejoignez le club de votre radio préférée. Vous découvrirez les coulisses de vos émissions, les bons plans, les actus avant tout le monde et jouez pour gagner aussi des cadeaux tout au long de l'année. Le club Europe 1, le club de votre radio préférée. Infos et inscriptions gratuites maintenant sur europe1.fr.